Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que tout s'est bien passé tout au long de cette première journée de la nouvelle semaine qui commence. Alors, nous sommes encore au grand rendez-vous pour vous apporter toutes les informations utiles pour votre développement personnel et pour le développement de votre entreprise, pourquoi pas. Avant de démarrer tout ça, je nous propose de suivre ici la météo. Et voilà la météo de demain 7 h à travers laquelle nous remercions tous ceux qui nous suivent depuis Agégué. Ça, c'est dans l'Ouémé, la vallée de l'Ouémé, métier dans l'air, mais comment font Gandia? Je crois que c'est un peu ça, hein, j'y sais. J'ai aussi des parents de l'autre côté. Salut à vous tous. Alors, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous de ce soir nous propose 4 experts en dehors de ActuWeb, bien sûr. Et le premier, c'est Karim Kekiré. Il est ingénieur agronome, développeur d'applications. Avec lui, on va parler dans le monde agricole, du développement du secteur agricole. Opter pour le réseautage est encore mieux. Il est déjà installé avec Marcel Gbetor, vous les verrez tout à l'heure pour nous donner tous les détails. L'autre expert, c'est Nina Roland-Ronguet. Voilà, elle est assistante projet au niveau de l'ONG JVE Bénin. Avec elle, on va parler de la protection des espaces verts au Bénin. À quelle fin? Elle va nous donner également les détails à son niveau. Nous aurons l'expert même du jour, l'invité du jour, Roussa Ouetterou Franck. Il est albinos, personne atteinte d'albinisme. Il a participé au sommet de l'Union africaine consacré à l'albinisme. Avec lui, on va parler du plan d'action régional sur l'albinisme adopté pour une Afrique plus inclusive. Et le dernier plateau avant ActuWeb sera consacré à Autant Savoir. Et voilà, comme les images que nous envoie déjà ma réalisatrice Christelle Sagboran, Agnat Bello reçoit ce soir Carmen Toudonou, elle est écrivaine, pour nous parler des livres pour enfants. Quel intérêt pour les écrivains béninois. Vous aurez également tous les détails tout à l'heure. Prenez juste le rendez-vous. Nous aurons ActuWeb en fin d'émission, mais avant ActuWeb, vous aurez le journal. Et ce sera égal aujourd'hui la scienture de Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alandé. Vous vous portez très bien. Ça va très bien chez vous? Je me porte aussi très bien. Vous êtes toute rayonnante ce soir, très souriante. J'aime bien pour démarrer la semaine. Je fais comme vous, heureuse d'Alandé. D'accord. Alors, au menu du 1945 ce soir, encore 3 grandes articulations, n'est-ce pas? Absolument heureuse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Relever en pleine forme les défis qui s'imposent à eux à l'avènement du numérique, c'est l'objectif des hommes des médias. Ils ont passé en revue la question de l'assurance maladie au détour d'un séminaire de réflexion sur le développement des médias.
Les consommateurs des produits agricoles sont de plus en plus allergiques aux pesticides chimiques, une réalité qui pousse les producteurs à adopter les alternatives saines et respectueuses de l'environnement. Et puis, nous allons évoquer la question de la météorologie. On va s'intéresser au rapport qu'il existe entre les prévisions et la chaleur qui règne actuellement. Et ce sera avec Boris Anator, chef service prévision et assistance à l'Agence nationale de météorologie. Et bien évidemment, tous ces détails sont à suivre à 19h45. On prend le rendez-vous tout simplement avec les téléspectateurs à 19h45. Mais laissez-moi déjà vous dire, je ne l'avais pas fait le constat, je ne l'avais pas du tout fait. Vous êtes en parfaite harmonie avec votre décor ce soir. Merci beaucoup, heureuse d'Albé. Et on dirait bien que c'est du bleu qui gagne aujourd'hui parce que j'ai encore du bleu de l'autre côté. Vous comprendrez tout à l'heure, mesdames et messieurs. Machel Bertoro, comme je l'ai dit tantôt, elle et son invité sont installés depuis. Ils n'attendent que l'heure parce que ici, c'est une question d'heure. Il est temps de les recevoir et vous verrez en quoi elle est habillée. Au monde agricole, c'est tout de suite. Nous sommes avec la dame bleutée, je dirais, ce soir. Machel Bertoro, bonsoir. Danone, bonsoir. Vous vous portez très bien. Ça va bien, la forme est chez vous? Ça va, ça va. Du bleu jusqu'en bas, jusqu'au pied, comme le diraient les autres. Ici, c'est jusqu'en bas? Bien sûr, je vous voyais depuis. Ma réalisatrice, elle est en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec moi, je dirais aujourd'hui. Elle a envoyé, on voit, c'est du bleu. En tout cas, vous êtes toute rayonnante. Merci beaucoup également. Je pense que vous êtes très rayonnante avec le blanc. Bon, aujourd'hui, on a opté pour du décontracté, quoi. Ça, c'est vrai. Ça vous va très bien. Alors, nous sommes avec Monsieur Kekere Karim. Il est ingénieur agronome, comme je le disais, développeur d'applications. Vous êtes un habitué du plateau, je dirais, n'est-ce pas? Sûr. Un deuxième passage? Plus que deux. Plus que deux. C'est pour le plaisir des téléspectateurs. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Marcel, on va d'abord suivre le reportage que vous avez réalisé, précisément un commentaire sur image pour informer les téléspectateurs sur ce que c'est que le réseautage dans le monde agricole avant d'en venir au débat concrètement. On suit, on revient, mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Mettre en réseau les différents acteurs du monde agricole est l'une des stratégies de développement durable de ce secteur. Elle permettra d'harmoniser les réflexions aussi bien entre partenaires locaux qu'étrangers. À travers ce système de réseautage, les acteurs du secteur agricole béninois pourraient se doter de techniques culturales intégrées et d'un circuit de commercialisation adéquat pour un investissement rentable. Ceci grâce à un système de concertation et d'apprentissage auquel ils auraient largement participé. Les commerçants des produits agricoles, transformateurs ou agrobusinessmen vont alors pouvoir juger de la valeur du produit disponible avant même de l'avoir vu. Toutes ces conditions établies, la société civile et le secteur privé auront toutes les raisons de consommer et de faire la promotion du Made in Bénin. En d'autres termes, la technique de réseautage dans le secteur agricole serait une solution pour plusieurs problèmes. Et on vous retrouve, Marcel, pour aborder plus amplement le sujet. Nous sommes avec notre entrepreneur agricole. Bien sûr. Alors, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, nous allons aborder la question liée au système de réseautage au niveau du secteur agricole. Et vous savez bien avec moi que quand on parle de système agricole, c'est un travail à la chaîne qui se fait à ce niveau, depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation agroalimentaire. Alors ce soir, nous allons comprendre si mettre ensemble tous ces acteurs au niveau de ce système n'est pas bénéfique pour chaque maillon de la chaîne. Et déjà, Monsieur Karim Kekere, bonsoir. Bonsoir, Madame Machel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, merci d'être là. Nous allons faire l'exercice d'expliquer un peu aux téléspectateurs ce qu'on entend déjà par réseautage. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais dire que le réseautage, c'est cette capacité d'échange, de pouvoir tisser des relations entre les hommes, les femmes comme les hommes. Et c'est au cours donc des rencontres. Et ça peut se faire sur le plan local, régional comme international. Okay. Et plus loin, on peut dire que le réseautage, ça peut être dans un cercle fermé, c'est-à-dire que ça peut être une relation professionnelle
entre journalistes. C'est-à-dire à 3 déjà, à 3 déjà, constituer un réseau. C'est un réseau. Ça. Ça peut être également virtuel, d'accord? Donc, c'est peut-être sur les réseaux sociaux, voilà, c'est beaucoup plus en vogue aujourd'hui. Mais aussi, ce qui se fait vraiment traditionnel, c'est lors des réunions, des rencontres, que les gens tissent des relations, etc. Alors, des colloques, voilà, des activités entre professionnels, exactement, les échanges, les contacts. Exactement. Maintenant, il faut comprendre aussi que le réseautage peut être un cercle ouvert, c'est comme un cercle en quelque sorte, ça peut être un cercle ouvert comme un cercle fermé. Fermé en sorte que quand on parle de la corporation, vous ne pouvez pas évoluer dans le réseau. Et en même temps, ça peut être un cercle ouvert. D'accord, vous entrez et ensuite vous tissez les liens avec ceux que vous sentez avoir une capacité de relation, même vision, même objectif, etc. Donc, il faut d'abord partir du fait que le réseautage se base sur cette capacité que vous avez à échanger avec les autres. Et il faut également que vous devez déterminer ce qui vous lie. Ça se base sur un objectif, une mission, une vision commune qui vous réunit pour que vous puissiez développer un réseau. C'est en quelque sorte un rassemblement. Un rassemblement. Où on vient partager sa connaissance, Exactement. où on reçoit encore. Alors, dites-moi déjà, comment est-ce qu'on peut appliquer ce système de réseautage au secteur agricole? Déjà, ça s'appliquait, ça existait déjà. Déjà traditionnel dans nos localités. Ça se fait déjà? Ça se faisait depuis. Okay. Vous pouvez voir, par exemple, on parle des unions communales, des producteurs, les coopératives déjà, ces réseaux, des coopératives se mettent ensemble. Des femmes qui transforment le manioc en gari. Ils sont en lien avec ceux qui vont produire le manioc, le transporteur. Donc tout ça, c'est tout un réseau. Donc ça se faisait déjà. Maintenant, c'est que cette fois-ci, il y a eu des perfectionnements. Il y a eu des perfectionnements. Ça a été amélioré, il y a eu du professionnalisme. Et je dirais même qu'il y a les TIC qui ont été intégrés. Exactement. Il y a des plateformes aujourd'hui en ligne, etc., qui favorisent, même quand vous êtes chez vous, vous pouvez tisser facilement les relations, de développer cette capacité-là à ouvrir votre carnet d'adresse, à trouver des solutions qu'hier, vous n'avez peut-être pas. Donc, en quelque sorte, la nouvelle technologie est venue améliorer ce qui se faisait déjà en matière de rassemblement. De rassemblement, ça se faisait déjà. Et quelle est l'utilité pour l'entrepreneur agricole d'être en réseau? Alors, l'entrepreneur agricole, lorsqu'il met en réseau, d'abord, la première chose, c'est qu'il vend ses connaissances, il vend son service, il développe son savoir, son savoir-faire, son savoir-être, il apprend des autres, il s'ouvre, il ouvre également ses carnets d'adresses. Il s'élargit, il dépasse, il innove. Peut-être qu'il avait des limites, peut-être là où il a des contraintes, les autres ont peut-être dépassé ça. Donc ça lui permet en fait d'être au-delà, et surtout avec les technologies de l'information aujourd'hui, vous pouvez avoir un souci dans votre exploitation. Et c'est peut-être celui qui est peut-être en Côte d'Ivoire qui a déjà trouvé cette solution. Donc peut-être que c'est cette carnet d'adresse que vous avez eu la chance d'avoir dans votre réseau, qui vous apporte cet avantage-là de pouvoir vous dépasser peut-être votre concurrent sur le plan local qui n'a pas la chance d'être dans un bon réseau qui l'encadre que vous. Donc c'est l'utilité aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, vous allez voir que même à travers les réseaux, je donne l'exemple des groupes WhatsApp. Avant, le Béninois, quand vous le voyez, vous lui demandez par exemple s'il y a besoin de telle chose, il vous demande d'abord ce qu'il gagne en vous donnant un contact ou en s'ouvrant à vous. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans un groupe WhatsApp et que vous êtes déjà habitué, les gens vous ont connu, il y a cette confiance qui s'installe. Quand vous avez un besoin, vous émettez un besoin, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui vous répondent. Les gens sont ouverts, les gens ne demandent plus. La communication devient plus facile. Plus facile, vous trouvez facilement, à moi, tel contact, j'ai eu telle référence, voilà, tu prends tel contact de ma part ou telle chose. Donc on remarque que les gens ne sont plus fermés aujourd'hui à garder uniquement pour eux les contacts ou bien les avantages qu'ils ont par rapport aux autres. Alors, à vous entendre parler, on a tendance à croire qu'il n'y a que des avantages liés à l'utilisation de ce système. Mais en réalité, quelles sont de façon spécifique les conséquences sur le plan négatif comme positif liées à l'utilisation du système de réseautage? D'accord. Sur le plan positif, il faut d'abord comprendre qu'il y a d'abord le gain. En matière en business, vous allez augmenter les chiffres d'affaires, notamment de votre entreprise. Vous avez de très bonnes relations, vous pouvez augmenter vos chiffres d'affaires. Vous faites représenter peu partout. Vous n'avez pas besoin d'être
vous-même vous dupliquez, mais vous pouvez avoir des représentations un peu partout pour pouvoir couvrir, satisfaire un besoin de ci et de ça. Vous pouvez également réduire vos coûts de production. C'est-à-dire que lorsque certaines personnes ont investi peut-être, je suppose, 20 000 francs pour sortir un produit et qu'on arrive à faire transfert de technologie, vous avez cette capacité, vous pouvez, les autres qui n'ont pas cette chance-là, vous allez produire moins que parce que vous avez exploité les bonnes technologies, les bonnes ressources, donc vous produisez moins, vous dépensez moins. En matière lorsque vous n'avez par exemple dans un bon réseau, en matière de communication, je prends l'exemple des crédits. S'il fallait peut-être appeler 10 personnes pour avoir une solution, peut-être pour un ravageur dans votre exploitation, il suffit juste d'envoyer un message peut-être sur votre réseau professionnel de techniciens et automatiquement les gens vous répondent. C'est ça. Vous envoyez la photo et dit ah oui, ça c'est telle chose, ça c'est Zacharien, ça c'est telle chose, avec les réponses. Et pour le producteur, parce qu'on a dit qu'il faut que ça soit bénéfique à tous les niveaux. Hein. Oui. Pour les producteurs par exemple, aller au réseautage, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est très bénéfique parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que ce n'est pas facile d'abord pour les agents. Je donne un exemple, les agents encadreurs, de se déplacer à tout moment vers le producteur. Mais lorsque les nouvelles technologies l'exploitent correctement, vous allez voir peut-être à la fin d'une formation, les gens ils entrent facilement un groupe WhatsApp et lorsqu'ils ont des difficultés, ils envoient des trucs là, ils contactent facilement. Et la personne peut leur répondre sans pouvoir même se déplacer. Donc à distance, on peut même se faire former. Il y a des masterclass qui se déroulent et tout ça. Maintenant, l'autre côté en matière d'inconvénients ou de trucs là, c'est que certaines personnes confondent le fait d'avoir, lorsqu'on appartient à un réseau, cela n'exclut pas que, ça ne veut pas dire que vous allez accroître facilement vos chiffres d'affaires, que vous allez faire 10 000 chiffres d'affaires, non. C'est la manière dont vous dynamisez, parce que le réseautage, c'est le don de soi. Ce n'est pas l'argent en fait qui est mis en avant. Il faut avoir l'esprit de créativité. créativité. Lorsque vous aviez tantôt parlé de vendre, j'ai dit, est-ce que c'est à ça que sert en premier lieu le réseautage ou partager l'information? Au contraire, partager l'expérience, les choses là. L'argent vient après. Après. Donc, quand vous campagnez, c'est qui se campagnent sur ça. Et quand ils viennent, ils sont découragés après 6 mois ou 4 mois lorsqu'ils sont partis dans un réseau. Parce qu'il faut d'abord le réseautage, plus sollicitation, plus la publicité pour pouvoir aboutir. Donc, quand vous campagnez, même chose également que certains. Moi, par exemple, j'ai plus de 2000 ou 3000 amis sur Facebook. J'ai administré plus de 5 groupes WhatsApp. Donc, mais cela ne veut pas dire que tous ceux-là sont prêts. Tous ceux-là vous accompagnez vos produits ou trucs là. Et si on s'est dit dans le concept béninois, en une minute. Oui, dans le concept béninois, qu'est-ce qui devrait avantager ou bien quelles sont les conditions qui devraient favoriser quand même l'utilisation de ce système voilà. Déjà, il y a les réseaux sociaux, comme je l'avais dit tantôt, une nouvelle technologie, la communication. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de forums qui s'organisent, forums dédiés à l'agriculture, à la transformation, aux différents acteurs de trucs là. Il y a les formations, il y a les ateliers, il y a les compétitions à l'international auxquelles les jeunes participent davantage. Et ça leur permet de sortir et puis de rencontrer d'autres personnes. Les colloques, il y a plein d'occasions qui permettent de favoriser cela. C'est une opportunité aujourd'hui à saisir bien sûr, le réseautage. Qu'on soit même du monde agricole. Bien sûr. Mais merci déjà à vous, M. Karim, d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. Nous allons revenir sur le thème mercredi prochain, forcément, peut-être avec vous ou pas, mais pour voir cette fois-ci l'impact qu'a l'utilisation de ce système sur le monde agricole même. Donc, je comprends déjà que les téléspectateurs ont retenu quelque chose comme moi, qui était bleu peut-être dans ce concept de réseautage. Bleu parce que vous avez porté du bleu. Certainement, ça agit sur leur intelligence de nous avoir suivis. On se donne tout simplement rendez-vous mercredi prochain avec le même thème, mais vue de notre angle. D'accord. Merci, Rose Danodé. Merci à vous, Marcel Betoro. Monsieur Kekere, merci à vous également. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous demain. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, après Monde agricole, on poursuit notre grand rendez-vous et on va installer le plateau de Nature et Bien-être. Nina Roland-Ronguet, assistante projet au niveau de JVE Bénin, est avec nous aujourd'hui pour parler des espaces verts au Bénin. À quelle fin
Leur protection va servir à quoi? Elle va nous donner toutes les informations, mais d'abord, je nous propose de suivre ce reportage réalisé par Bonquet et Cécile Roundé sur les espaces verts. Paysage agréable, lieu de distraction et de repos. Les espaces verts offrent un cadre de vie naturel tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Je viens très souvent me reposer quand je n'ai pas de courses à faire ou bien quand j'ai fini mes courses le matin ou entre deux courses, je viens me reposer pour reprendre mes courses dans l'après-midi. Souvent, moi, je viens ici. Et bon, pourquoi je viens ici? Je vois que l'air que je prends ici, là, ça me rend vraiment bon, quoi. Je suis content de venir ici pour prendre l'air. Au Bénin, des lieux destinés à offrir des espaces verts aux citoyens, il en existe dans presque toutes les communes. À Cotonou, ces lieux sont parfois victimes des actes d'incivisme. Ici, c'est mon quartier, j'ai l'habitude de rester ici pour prendre du bon vent. Mais je suis désolé de voir les tas d'ordures qui sont à côté de nous, qui ne sont pas très aménagés. Et tout ça, c'est à cause de la population. Nos mamans, si quiconque qui va venir ici ne doit pas jeter quelque chose ici, ni uriner. Ce que j'ai déploré par rapport à l'entretien de nous qui venons par moment nous asseoir ici pour prendre de l'air, si vous arrivez avec quelque chose que vous mangez, vous êtes obligé, si vous ne voulez pas salir les lieux, de ramasser tout ce que vous avez dans un sachet parce que les poubelles sont de part et d'autre. À ma modeste connaissance, ceux qui viennent surtout et très souvent rester dans ce jardin doivent choisir des jours, 1 heure, certains jours, et s'organiser pour faire un peu la propriété en dehors de ceux qui, je ne sais pas s'il y a une équipe qui est chargée de la propriété de ce jardin. Entretenir les espaces verts, un geste éco-citoyen. C'est aussi un acte qui protège l'environnement et offre aux populations un cadre de vie propre et sain. Cécile Ondé, merci pour le reportage. On est avec Madame Nina Roland-Honguet. Merci d'être là. Vous êtes de l'ONG JVE Bénin, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Donc vous êtes jeune volontaire. Tout à fait. Okay. Alors on parle des espaces verts. Pour vous déjà, qu'est-ce que c'est? Déjà, comme le nom l'indique, quand on parle d'espace vert, ça fait appel à un espace végétalisé, où on s'attend à voir des fleurs, de la végétation, des arbustes, qui, pour la plupart, ont un caractère attractif et décoratif. D'accord, on peut avoir des gazons, des fleurs taillées d'une certaine façon pour rendre ça très attrayant et convivial. Et également, quand on parle d'espace vert, c'est beaucoup plus des espaces publics, pas des domaines privés. Et on les retrouve beaucoup plus en milieu urbain et périurbain. Voilà, c'est dans ce cadre souvent qu'on parle d'espace vert. D'accord, mais quelle est leur importance? Encore, il faut savoir déjà si on peut en disposer chez soi. On peut avoir des espaces verts chez soi. Est-ce qu'on peut considérer les jardins que nous avons dans nos domiciles comme des espaces verts? On peut avoir des espaces verts chez soi. Chacun peut avoir son jardin. Mais comme je le disais tout à l'heure, la connotation générale qu'on donne au terme espace vert, c'est beaucoup plus un espace public. Voilà, c'est beaucoup plus pour une communauté, pour une ville. Voilà. Maintenant, en termes d'importance pour l'environnement, de façon générale, tout ce qui est végétation joue un rôle très important quand on parle de l'environnement, en termes de stockage du dioxyde de carbone, de recyclage du dioxyde de carbone. Et en retour, les arbres ont cette capacité de retourner de l'oxygène dans l'environnement après avoir stocké le dioxyde de carbone. Il y a ce premier aspect. L'autre avantage des espaces verts, c'est que étant constitué de végétaux, d'arbres, cela permet de faciliter l'infiltration de l'eau lorsqu'il y a par exemple une pluie. C'est ce que font les arbres, c'est ce que font les plantes. Et donc ça réduit l'érosion à la surface du sol et cela réduit par conséquent les phénomènes d'inondation.
dans nos villes. Lorsqu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation mise en place, voilà. Maintenant, il y a également une dimension sociale ou sociologique de ces espaces verts-là qui permettent aux gens de se retrouver dans un cadre convivial, de discuter. De façon pratique, ça renforce les liens dans une communauté, donc on peut voir ça sous cet angle. L'autre côté également... Ça renforce les liens dans une communauté. Tout à fait. On se retrouve au niveau des espaces verts entre jeunes. Ça sert à beaucoup de choses. Ça me rappelle l'histoire d'un couple qui s'est retrouvé dans un espace vert, comme ça, que je ne vais pas nommer, de Cotonou, pour régler des différends qu'ils avaient. Et oui, et l'homme ça sert aussi à ça. Si les espaces verts pouvaient parler, voilà les images que m'envoie ma réalisateur. Ça sert à ça, les espaces verts. Exactement, ça contribue à ça également. Et l'autre dimension également, c'est le côté santé. De par leur capacité à recycler le CO2 et donc ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires, les troubles pulmonaires et tout ça. Et donc ça traite un peu l'air que nous inhalons. Voilà. Donc voilà quelques aspects sur lesquels les espaces verts sont vraiment très importants. D'accord, on a vu de très belles images que nous envoie Christelle aujourd'hui, mais quel est l'état de nos espaces verts au Bénin? Est-ce que ce qu'on a vu là, c'est comme ça, tout est beau partout, tous les espaces verts sont nickel comme ça au Bénin? Oh, tous les espaces verts ne sont pas nickel comme ça. Et déjà, même dans l'élément, on a vu quelques sachets plastiques sur ces beaux espaces verts. C'est vrai. Et donc, cela témoigne déjà de ce que les espaces verts, c'est joli, mais ils ne sont pas au mieux de leur forme aujourd'hui. Déjà, il n'y en a pas suffisamment. Et en plus, ils ne sont pas très bien entretenus. Pour diverses raisons qu'on va probablement aborder dans la suite. Voilà, pourquoi ne sont-ils pas très bien entretenus? Est-ce qu'il y a des personnes indiquées pour l'entretien de ces espaces verts? L'État a prévu quelque chose dans ce sens? Vous savez, étant citoyen d'un pays, on est tous responsables. L'article 27... Déjà l'individu lui-même. L'individu lui-même, ça part de chaque individu. La Constitution du Bénin prévoit que tout individu, tout Béninois a droit à un environnement sain, mais a également le devoir de protéger l'environnement. Cela veut dire quoi? Nous bénéficions d'un environnement sain à travers ces espaces verts, à travers ces infrastructures que l'État met en place, mais en tant qu'individu, on a une responsabilité de protéger, de prendre soin de ces espaces. Les communes également qui disposent de services techniques en charge de protéger ces espaces verts-là. Voilà. Donc, les responsabilités sont partagées, sont partagées, mais est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des tests qui préservent la chose, qui encadrent comment ces espaces verts doivent être entretenus, doivent être utilisés? Est-ce qu'il y a des lois à cet effet? Bien entendu, j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de la Constitution qui prévoit déjà que tout Béninois a droit à un environnement sain et que l'État a la responsabilité de garantir un environnement sain aux populations béninoises. En plus de ça, il y a la loi cadre sur l'environnement du 12 février 1999 qui prévoit également qu'il y ait des zones dénommées espaces verts, des espaces publics dans les communes, en termes d'aménagement du territoire, il faut prévoir ça. Si vous voulez, je vous donne lecture rapidement. Cet article dit que toute agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace verts selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme. Mais là, je peux déjà dire que ce n'est pas respecté. Parce qu'on n'en a pas dans toutes les communes. On n'en a pas dans toutes les communes, mais petit à petit... C'est Cotonou en fonction, en plus de sa grandeur, de tout ce qu'il y a comme institution qui bénéficie au moins de la mise en place de ces espaces verts. C'est bien ça, c'est bien ça. Et l'article 61 de la même loi dit que lors de la délivrance d'un permis de construire, le ministre peut exiger, conformément aux normes techniques en vigueur, la réalisation et des améliorations à l'environnement telles que des espaces verts. Ah bon? Oui. Et donc, c'est des tests qui existent dans notre pays qui permettent de vraiment donner toute la valeur qu'il faut aux espaces verts. Mais bon, il y a encore du chemin à faire. Ce n'est pas que rien n'est fait, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a d'autres lois également qui abordent le sujet. La loi sur les changements climatiques qui a été adoptée en 2018, récemment, qui prévoit que les communes sont tenues de créer et entretenir les espaces verts, les jardins publics et les parcs. Donc les communes ont cette responsabilité-là. Ensuite, il est dit que toute atteinte à cette loi, c'est-à-dire à la protection des espaces verts, est punie. Toujours dans la loi sur
les changements climatiques. Ah bon, Il y a puni, oui. Quelles sont les sanctions prévues? Est-ce qu'on peut avoir une information sur les sanctions prévues? Parce que, qu'on le veuille ou pas, même vous, il vous est arrivé de ces moments-là de jeter rapidement un petit sachet. À gauche, à droite. Bien entendu, c'est une question en fait d'éco-citoyenneté à développer pour permettre à chacun de savoir que tiens, c'est quelque chose qui me profite et qui profite à toute la communauté, à tout le pays et qu'il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. On a suivi le reportage et un des intervenants a pointé du doigt, nous dames, que ce sont les femmes qui sont responsables, les premières responsables, a-t-il dit, de cet état de choses. Est-ce vrai? Votre avis? Je n'aimerais pas jeter tout de suite la pierre aux femmes, pas parce que je suis femme, bien entendu, pas à vous cause voulez de dire ça. quoi par là? Mais en réalité, on est tous responsables, comme je le disais. Et ce qui se passe, c'est quoi? On voit la femme jeter, mais elle collecte les ordures où? Parfois, si c'est des objets, des ordures qui viennent de la maison, elle n'est pas seule à produire les objets, les ordures, pardon. Voilà, et donc, on est tous complices. Je ne pense pas que ce soit uniquement les femmes. Nous sommes tous complices. Alors, des conseils aujourd'hui à tout un chacun de nous, avant d'en venir aux gouvernants? Déjà, une question d'éducation à l'éco-citoyenneté qui doit commencer chez chacun de nous, au niveau de chaque personne, qui doit commencer dans la cellule familiale, parce que c'est là le microcosme même de la communauté dans laquelle on vit, la famille, qu'on aille vers une éducation environnementale poussée, que pourquoi pas qu'on inclue cela de façon beaucoup plus prononcée dans les curricula d'études pour que les enfants soient éduqués à ça déjà dès le bas âge, et que dans les documents de planification et d'aménagement du territoire, qu'on prenne en compte la mise en place de ces espaces verts. Donc tout ça peut contribuer à l'amélioration de l'état aujourd'hui de nos espaces verts? Bien entendu. Et je prends l'exemple par exemple de ce document stratégique qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement des communes, qui permet de définir vraiment comment est-ce qu'une commune doit être aménagée. Donc dans ce schéma directeur, les communes doivent prévoir un aménagement en termes d'espace vert, de places publiques et tout ça. Donc tout ça existe et il faut mettre à contribution les outils scientifiques qui existent à cet effet, les systèmes d'information géographique, pour définir dans telle commune quelle est la superficie à accorder aux espaces verts et voilà, ainsi de suite, et mettre à contribution chaque maillon de la communauté, de la population pour vraiment réussir. D'accord. Donc pour lutter contre je dirais, le mauvais usage de nos espaces verts, parce que vraiment on en fait un mauvais usage, tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte. Désormais, prenez un sachet, quand vous finissez de manger, les sachets, mettez ça dans votre sac. Ça, ne faisons pas de nos sacs des poubelles, mais juste des poubelles occasionnelles. Tout à fait. Pas besoin de prendre des sachets. Quand je finis de manger, j'ai peut-être un petit truc, pas un sachet, parce que je risque d'augmenter l'utilisation de sachets. Effectivement, ce qui est d'ailleurs interdit. Oui. Et prioriser les emballages dégradables. Dégradables, tout simplement. Oui. Et lorsqu'on parle d'emballages dégradables, ce n'est pas une raison pour les jeter par terre, parce qu'on va se dire, bon, dans quelques temps, ça c'est pas une raison, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci Nina Hollande Ronguet. Vous êtes jeune volontaire pour l'environnement. Merci pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. Avec vous, on parlait de la protection des espaces verts au Bénin. Mesdames et messieurs, nous allons à présent installer notre expert. Aujourd'hui, on reçoit Franck Ouetterou-Ronsa pour nous parler du plan d'action régional sur l'albinisme. Nous sommes avec Franck Ronsa, Franck Ouetterou-Ronsa. Il a participé au sommet de l'Union africaine consacré à l'albinisme. Il est personne atteinte d'albinisme. Il est d'ailleurs un habitué du grand rendez-vous. Monsieur Ronsa, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, Madame Heureuse. Vous vous portez très bien? Très bien. Et la science au niveau de l'Union africaine, tout s'est bien passé? Très bien. Des retombées très certaines pour le Bénin? Oui, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Et je me représente, Franck Ronsa, on m'appelle. Je suis responsable de Divine Connection Worldwide, mais j'ai participé à cette réunion en tant que membre du Forum régional pour l'albinisme, qui est une association panafricaine des personnes atteintes d'albinisme. D'accord. Alors, pourquoi cette réunion?
Oui, on y va comme ça. Cette réunion parce que depuis un certain nombre d'années, la communauté internationale a commencé par s'intéresser sérieusement à l'albinisme parce que préoccupée par les mutilations, les meurtres pour des questions rituelles et les enlèvements des personnes atteintes d'albinisme un peu partout en Afrique. C'est ce qui a amené l'ONU à choisir une journée qui est le 13 juin, qui est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Mais nous avons vu que jusque-là, l'Union africaine n'a pas encore fait quelque chose. Donc, de vraiment concret. À part que dans le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des droits des personnes handicapées, le protocole relatif donc aux droits des personnes handicapées, le Conseil des chefs d'État s'est dit alarmé par ce que subissent les personnes atteintes d'albinisme. Mais et ces personnes, même béninois, ne sont pas épargnées. Ne sont pas épargnées. Donc, par rapport à cela, le Forum régional pour l'albinisme, en partenariat avec l'expert international de l'ONU pour les questions d'albinisme, a décidé donc d'envoyer une délégation pour participer à la 3e réunion du comité spécialisé pour le développement social, le travail et l'emploi. C'est dans ce cadre que nous étions à Addis Abeba le 2 passé. Et à la fin de ces assises, on peut retenir déjà l'adoption d'un plan régional pour l'albinisme. Oui, le plan d'action régional pour l'albinisme a été développé par l'expert international de l'ONU pour les questions d'albinisme en collaboration surtout avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'albinisme en Afrique. C'est au bout de 4 consultations que ce plan a été développé. Maintenant, ce plan jusqu'ici est vu comme un plan de l'ONU, alors que ce ne devrait pas être un plan de l'ONU, c'est un plan de la société civile africaine. Qui travaille pour un mieux-être des personnes atteintes d'albinisme. Donc, notre plaidoyer était que l'Union africaine s'en approprie et veille à sa mise en œuvre dans les pays membres. Mais en quoi faisant? Quelles sont les propositions que vous avez eues à faire? La première proposition que nous avions faite, c'est que le comité auquel les membres du comité sectoriel où nous avons participé à la réunion devraient approuver le plan d'action régional dont ils vont proposer l'adoption à la réunion du Conseil des ministres des Affaires sociales qui s'est tenue le jeudi d'après, c'est-à-dire le 4 passé. Et puis, dès cet instant, le document va rentrer dans le circuit de l'Union africaine pour l'adoption par le sommet des chefs d'État de l'Union africaine en janvier prochain. Donc, ce que nous avons obtenu, n'est pas seulement l'approbation, mais d'abord le comité sectoriel a adopté le plan d'action régional, ce qui nous met vraiment en ligne de mire avec le Conseil des ministres qui a fini aussi par l'adopter directement le jeudi passé. Maintenant, le lendemain, je pense le vendredi, si je ne suis pas en train de mélanger les pédales. Non, le vendredi, je crois, au lendemain. Au lendemain, voilà. Au lendemain, ce qui s'est passé, c'est que notre représentant, le docteur Isaac Mwaura, qui est aussi sénateur au Parlement kenyan, a participé à la réunion et une personne atteinte d'albinisme, a participé à la réunion du Conseil des ministres et a obtenu un rendez-vous avec la personne de contact qui se charge des affaires sociales au sein de l'Union africaine pour que on puisse discuter comment le plan doit être mis en œuvre. Donc, par rapport à cela, il y a une proposition spécifique que nous avons faite et c'est que l'Union africaine envoie ou bien désigne un sachant atteint d'albinisme qui s'occupe uniquement des questions d'albinisme et qui travaille à ce que dans chaque pays, il y ait un point de contact albinisme dans le ministère des Affaires sociales ou le ministère qui s'occupe quand même des personnes handicapées.
Comme notre ministère ici au Bénin. Comme notre ministère ici au Bénin. Mais votre participation à ces différentes assises vont apporter quoi aux personnes atteintes d'albinisme du Bénin? Parce qu'il faut aussi dire, hein, il y a quelques jours seulement, on a décrié la disparition d'un des vôtres. Oui, vous savez, le plaidoyer est à la fois national et international. Ce que notre participation à cette réunion va apporter aux personnes atteintes d'albinisme au Bénin n'est pas perceptible de sitôt. Mais c'est quand l'Union africaine va envoyer va prendre une personne spéciale qui s'occupe de ces questions-là au sein de l'Union africaine et que cette personne-là va commencer par travailler avec les pays, comme nous l'avions suggéré, qu'il y aura plus de mécanismes de protection des personnes atteintes d'albinisme. Ce que nous sommes en train de faire au Bénin est différent. Mais ça, c'est le plaidoyer pour le peu de temps que j'ai fait dans ce domaine. Le plaidoyer n'est pas quelque chose qui sort des retombées systématiques. D'accord. Mais votre avis sur ce qui se passe, je l'ai dit tantôt, dans notre pays? Bon, mon avis, c'est qu'il y a quand même des progrès. Malgré les cas de disparition? Il y a des progrès. Il y a des progrès parce que j'ai vu à partir de septembre surpassé déjà, les autorités s'intéresser à la question de l'albinisme. Ça, je n'avais pas vu ça par le passé. Donc, je peux saluer cela. Maintenant, par rapport à la disparition, vraiment, je suis désolé, très navré de le dire, si chaque année on doit déplorer la disparition de l'un des nôtres, ce n'est pas gai, ce n'est pas quelque chose pour laquelle nous devons applaudir. Depuis près de 3 semaines déjà, nous pleurons la disparition de notre frère Alavo, qui a disparu depuis, qui a été invité par quelqu'un juste pour qu'il puisse lui placer une serrure et jusqu'à maintenant, il est demeuré introuvable. Donc, nous décrions cela et nous ne pouvons pas dévoiler sur le plateau ici ce que nous sommes en train de faire pour que de pareilles choses ne se produisent plus parce que la police et les autorités compétentes sont sur le dossier et ce n'est pas bien de nous prononcer par rapport à ça. Mais est-ce que notre ministère des Affaires sociales ici, qui s'intéresse aux questions des personnes vivant avec un handicap, est informé de votre participation à ces assises? Quels sont leurs avis sur ce qui a été fait? Vous avez fait un discours au cours des assises. Oui. Non, je ne peux pas dire que le ministre soit informé par rapport à cette participation. Non, je ne suis pas sûr, et puisque je ne lui ai pas adressé une correspondance pour ça. Mais tout ce que je sais, c'est que, étant ministre des Affaires sociales, étant une personnalité du gouvernement qui constate pareille chose, cela ne pourrait pas la mettre hors d'elle-même. Elle devrait quand même s'en réjouir et prendre les dispositions qui s'imposent pour que les retombées puissent être appliquées pour notre pays. D'accord, mais peut-être pour terminer, le plan est adopté. À quoi doit-on s'attendre les jours à venir? Très bien, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le plan régional traite de 4 mesures. Il y a les mesures de prévention, il y a les mesures de protection, il y a les mesures d'égalité et de non-discrimination et il y a des mesures relatives à la santé. Vous n'aviez pas dit. D'accord. Donc c'est cela, le plan, l'adoption du plan, c'est une grande victoire pour nous en tant que défenseurs des droits des personnes atteintes d'albinisme. Mais l'application du contenu des recommandations de ce plan est encore un travail à faire. Oui, c'est un travail à faire. D'ailleurs, il y a un comité qui se penche sur la question et puis nous allons y retourner très très bientôt. D'accord. Vous tenez-nous informés de tout ce qui sera fait pour l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme dans notre pays. Franck Walter Ronsa, merci pour votre présence ici ce soir. Merci. Bonne soirée. Merci. Restez avec moi pour qu'on puisse, même si on ne va pas l'accueillir ici, retourner l'antenne à Estelle Pazou pour la présentation du journal. Il est 19h45, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. On retourne l'antenne à la rédaction pour le journal.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Être à l'abri de la précarité pour mieux affronter les défis du numérique, les journalistes béninois y ont réfléchi. C'était à l'occasion du séminaire de réflexion sur le développement des médias. Les pesticides chimiques représentent un danger aussi bien pour l'environnement que pour notre santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Et puis, établir des prévisions du temps en s'appuyant sur des modèles mathématiques, c'est le rôle de la météorologie. Mais au Bénin, le réflexe de la météo n'est pas dans les habitudes de la population. On en parle dans ce journal. L'amélioration des conditions de vie des journalistes préoccupe certains professionnels des médias. Ils ont donc initié un séminaire de réflexion sur le développement des médias. Des propositions ont été faites à cette rencontre et vont permettre à ces hommes de la presse d'être à l'abri de la précarité pour mieux relever les défis du numérique. Brice Chibozo, Nadège Sané. La situation de vie précaire des journalistes, la non-application de la convention collective en vigueur et le manque de garantie en cas de maladie sont plusieurs facteurs qui fragilisent le rendement des hommes des médias au sein de leurs organes. Soucieux d'améliorer leurs conditions de vie, cette rencontre d'échange a été initiée. Au menu, la question de la sécurité sociale, des ressources humaines. Pour la plupart, la convention n'est pas appliquée, les gens n'ont pas souvent de salaire. Et quand on tombe malade, c'est parfois dramatique. J'ai encore en mémoire le souvenir d'un de nos confrères décédés qui a écrit une lettre à titre posthume en disant « Sauvez ma famille ». On avait fait une quête dans une église à l'époque, ça n'avoisinait même pas 30 000. Voilà. Donc il faut absolument que les journalistes qui ont la carte de presse puissent bénéficier d'une police d'assurance, surtout l'assurance maladie. Les garanties de protection des journalistes sont susceptibles de susciter un regain de conscience professionnelle. C'est donc à juste titre que ces échanges ont été organisés de commun accord avec les professionnels des assurances. Un produit 3 en 1 a été conçu et est proposé aux hommes de la presse. Donc quand on parle de l'épargne retraite, ce serait des cotisations minimales de 5 000 francs par mois dont nous allons payer une rente aux bénéficiaires sur 5 ans. D'à peu près 650 000 par année. Par rapport à la prévoyance décès, donc cela permet de verser un capital à la famille endeuillée. Un capital, on parle d'un capital de 1 500 000 francs en cas de décès. Ce séminaire a également été l'occasion pour réfléchir sur les enjeux du numérique. Aujourd'hui, les professionnels des médias doivent s'adapter à l'écosystème digitalisé qui passe par la maîtrise des outils de technologie, de l'information et de la communication. Il faut renforcer la capacité des journalistes, notamment sur tout ce qui est numérique et comment les utiliser à bon escient dans les médias. Et pour les promoteurs des médias, eh bien, c'est d'une part les équipements qu'il faut renouveler, c'est le développement de stratégies nouvelles de captage de ressources. Des communications sur l'histoire de l'organisation de la presse, la régulation et l'autorégulation, les enjeux pour la HAC, l'ODEM et les associations professionnelles étaient aussi à l'ordre du jour. Les recommandations issues de ces échanges vont permettre d'élaborer un plan de développement des médias. On parle à présent de pesticides. Ce sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se convertir. Et justement, des alternatives aux pesticides existent. Mieux, plusieurs raisons devraient pousser à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Anyamboussou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés
pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez CID, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager les cultures. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques. Elle est appliquée dans plusieurs domaines de la vie et permet d'établir des prévisions de l'évolution du temps en s'appuyant sur des modèles mathématiques à court comme à long terme. Au Bénin, la population ne fait pas encore foi à la météo et pourtant il le faut. Boris Anator, chef service prévision et assistance à l'Agence nationale de météorologie, nous en parle au micro de Edwige Agossou et Enoch Rompati. Cette année, les gens crient beaucoup, il y a trop de chaleur. C'est le fait que la pluviométrie soit vraiment écartée. Et ça, nous l'avons déjà annoncé. Mais ce qui se passe maintenant, il n'y a que réchauffement sur réchauffement. Ce qui fait que le ressenti est encore beaucoup plus fort. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui arrive. Mais pour parler de réchauffement de façon globale, il y a bien sûr de réchauffement de façon globale parce qu'en questionnant la base de données sur de longues séries, on a constaté que sur les 6 stations synoptiques, au niveau de 5 stations, que ce soit Cotonou jusqu'à Kandi, à l'exception de Nati Tengou, on voit une certaine progression de la température. La température évolue, une certaine évolution. Mais au niveau de Nati Tengou, il y a une certaine stabilité quand il y a questionné la base de données. Voilà ce qui a été constaté. En Égypte, les importations de riz chinois sont estimées à 47 millions de dollars, soit plus de 28 milliards de francs CFA depuis novembre. Pour la sélection de fournisseurs internationaux, les autorités égyptiennes prélèvent dans un premier temps des échantillons des offres et les font tester, ensuite par des scientifiques, afin d'assurer que ceux-ci répondent aux besoins et aux préférences des consommateurs égyptiens. Mais le gouvernement a décidé d'augmenter de 37,5% en 2019-2020 les superficies dédiées à la culture du riz pour limiter le montant consacré aux importations.
Selon les experts, 85 à 90% du patrimoine africain se trouverait hors du continent. Et pour favoriser leur restitution, le rapport Savoy-Sarr propose une évolution de la législation afin de restituer aux États demandeurs des milliers d'œuvres d'art africains arrivées pendant la colonisation et se trouvant toujours dans les musées français. Au nombre de ces œuvres d'art figurent plus de 7000 objets d'art camerounais. Le point avec nos confrères de la télévision camerounaise. Tel un reflet exact de la période coloniale. Sur le plateau des collections du musée du Quai Branly, le visiteur dans l'espace réservé au Cameroun est accueilli par les esprits de l'eau. Nous sommes dans l'ère culturelle Sawa. La proue de pirogue, attribuée à un sculpteur de l'école de Daïdo à la fin du 19e siècle, est alors exposée. Plus on avance, la politique de l'Interland se révèle. Les Grassfields font alors découvrir l'étendue de la richesse patrimoniale. La statue de la maternité à Bagonté, le tambour femme de Babanki dans la plaine de Ndop et bien d'autres attributs royaux. C'est assez surprenant de voir tant d'objets d'art africains entreposés ici dans ce musée. Ça me permet d'apprendre aussi ma culture. Entre les couloirs, l'importance des objets et leur âge émerveille les visiteurs. Le masque cimier de la Société des guerriers Nsoro de Bamoun attire, comme les vidéos explicatives. Je suis attiré par cet objet en particulier dont vous m'avez parlé. D'après une étude publiée par la Fondation Afrique Avenir International, plus de 15 000 objets d'art, de culte et de manuscrits issus du Cameroun sont conservés au musée du Quai Branly. Des chiffres pas confirmés par les responsables du musée qui parlent d'objets préservés pour des besoins de sécurité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Estelle Pazou, de l'avoir présenté. Bonne soirée. Bonne soirée, Rose Danondé. Mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous. Nous recevons maintenant le dernier grand plateau, oui, juste avant ActuWeb. On va recevoir Agnat Bello et Carmen Toudonou pour parler des livres pour enfants, c'est autant savoir. Autant savoir s'intéresse aux livres pour enfants. Quel intérêt pour les écrivains béninois? Est-ce qu'on a assez de livres destinés aux enfants rédigés par des écrivains béninois? Nous aborderons tout ça tout à l'heure, avant ou après, je dirais même, avoir suivi ce commentaire sur image réalisé par Agnat Bello elle-même, avant de la retrouver sur le plateau. Les livres pour enfants sont à l'honneur ce 2 avril. En hommage à un grand écrivain danois, Hans Christian Andersen, né le 2 avril 1805 au Danemark. Il a écrit de nombreux contes qui ont été très appréciés, comme La petite sirène, La petite fille aux lunettes, Le vilain petit canard. Et c'est ainsi que tous les 2 avril, on incite les enfants à davantage s'intéresser aux livres. Une façon de combattre l'analphabétisme et de transmettre aux jeunes le goût de la lecture. En Afrique, avec l'oralité, des enfants étaient habitués aux contes. Mais aujourd'hui, de nombreux parents font de la lecture à leurs enfants. Et pour les psychologues, les livres pour enfants contribuent à l'éveil de tout petit. Encore faut-il savoir choisir le bon. De plus en plus d'écrivains béninois s'essayent à l'écriture des livres pour enfants. Mais ils sont souvent en concurrence avec les livres pour enfants venus d'ailleurs qui sont jugés plus accessibles par les parents. Un bon livre n'a pas de prix, mais un livre pour enfants apporte beaucoup à la construction de l'adulte de demain. De très belles images de ce commentaire sur image de Agnat Bello qui porte la voix de Fulgencia Runtondi. Agnat, bonsoir. Heureuse Danondé, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. La pleine forme avec votre chapeau. Toujours la pleine forme avec mon chapeau, Heureuse Danondé. On est avec Carmen Toudonou, écrivaine.
Alors, je dirais entre journalistes, hein, mais là, elle est... Oui, elle porte aujourd'hui la voix des écrivains sur ce plateau. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de BB24. De l'ORTV. De l'ORTV. Donc, vous faites partie d'ailleurs. Bien sûr. Alors, Agnat, on parle des livres pour enfants. Quel intérêt pour les écrivains béninois? D'accord, alors semaine passée, le livre pour enfants était à l'honneur, comme on l'a dit dans le commentaire sur Image, c'était le 2 avril. Et on y revient ce soir pour s'intéresser particulièrement à cet aspect. Est-ce que nous écrivons nous-mêmes ici au Bénin pour les enfants? Et déjà, hein, c'est quoi un livre pour enfants? On n'arrive pas toujours à faire la différence. Carmen Toudonou, dites-nous, vous qui êtes aussi auteur d'un livre pour enfants, c'est quoi un livre pour enfants? Oui, le livre pour enfants, c'est un terme générique qui désigne plusieurs catégories de livres. Des livres, que ce soit des livres tout simples, juste avec des images pour les tout petits, jusqu'à des livres plus élaborés, des livres, des romans, des livres de non-fiction, etc., écrits pour les préadolescents et les adolescents, donc des jeunes adultes. Et donc, l'intrigue, le contenu et les thèmes du livre doivent être forcément adaptés au public cible de ce livre-là. Et donc, lorsque vous avez il y a même des livres en tissu pour les bébés de 3 mois, 6 mois. Ça permet déjà de les familiariser au livre. Et ensuite, progressivement, on va évoluer. Il y a des livres qui ont juste un mot par page. Il y a des livres avec évidemment de l'illustration. Et plus l'enfant grandit, plus la quantité de mots augmente et la quantité d'illustrations va baisser. Voilà. D'accord. Ça veut dire que le livre pour enfants doit être choisi aussi par les parents en fonction de la tranche d'âge de leur enfant. Exactement, en fonction de la tranche d'âge. Et évidemment, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de livres pour enfants sur le marché. Ensuite, il faut voir, j'en parlais même hier lors d'une conférence, il y a aussi des non-dits derrière les livres. Vous savez, la littérature n'est pas innocente. Hein. La littérature permet de former des types de citoyens. Il y a quelqu'un qui racontait une anecdote hier. C'est un Béninois qui vivait en France. Il avait son enfant de 2 ans et demi et avec qui il marchait dans la rue. Et ils ont rencontré un chien. Et l'enfant lui dit, papa, il faut qu'on traverse la route parce que ce chien est méchant. Et le papa dit, pourquoi le chien est méchant? Il n'a pas aboyé, il n'a rien fait. Pourquoi tu dis que le chien est méchant? Et il dit, le chien est noir. Donc, pour cet enfant qui est un chien noir, mais qui regarde des dessins animés à la télévision, pour lui, le noir est méchant. Voilà, donc il y a tout un tas de non-dits. Hein, parce que l'image, quand je vois même l'image du chien noir, mais franchement, voilà. mais au-delà de ça, c'est que, vous voyez, c'est comme si, à travers les images, à travers le livre, à travers les bandes dessinées, on passe des messages. Donc, il faut également choisir les livres en tenant compte du type d'enfant que nous avons envie de former. Les parents doivent donc être très, très vigilants. Mais ça aussi, c'est la responsabilité des écrivains. Exactement. Maintenant, quand nous avons, ça m'amène à une autre question, est-ce qu'on a beaucoup de livres béninois pour enfants sur le marché? Non, moi je trouve que de mon point de vue, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une éditrice, Madame Gbado, des éditions Ruisseau d'Afrique qui se spécialise vraiment dans ce créneau-là. Mais en dehors de celle-là, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui font la part belle à cette littérature et c'est dommage parce que, comme je vous ai dit, il y a tout un tas de philosophies derrière. Lorsque vous avez un enfant à qui vous ne donnez que des livres pour enfants dans lesquels il n'y a que des enfants blancs, c'est comme vous avez une petite fille à qui vous n'achetez que des poupées blanches. Mais pour cet enfant-là, c'est vous qui êtes en train de dire à cet enfant qu'il faut qu'il ait des modèles blancs. Peut-être qu'il faut que les filles aient des cheveux lisses, par exemple. Il faut que sa peau soit claire, ainsi de suite. Donc, c'est très complexe. C'est tout un tas de stéréotypes que vous développez chez l'enfant. Alors que si vous faites des livres qui sont adaptés aux enfants. Ils voient peut-être des petites filles avec des cheveux crépus, des petits garçons noirs, ainsi de suite. Voilà, des petites filles qu'on tresse avec leur petite chevelure toute bouclée, ainsi de suite. Là, ça lui correspond et en même temps, vous valorisez l'enfant puisqu'il peut se projeter
à travers les histoires qu'il est en train de lire. D'accord, mais déjà, qu'est-ce qui pourrait expliquer le manque d'intérêt de nos écrivains pour ce genre? Déjà, je dirais que c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile d'écrire pour les enfants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il suffit pas de s'asseoir et de commencer à écrire pour les enfants. C'est pas évident. Il faut être resté un enfant dans l'âme pour pouvoir le faire. D'accord, il faut garder son âme d'enfant. Il faut garder son âme d'enfant, donc c'est pas évident. La deuxième chose, il faut avoir déjà lu beaucoup de livres pour enfants. Ça veut dire que si vous êtes un adulte et que vous êtes juste venu à la lecture avec des romans, c'est pas évident que vous sachiez comment ça se fait. À moins de retourner pour lire des livres faire pour vos classes, comme on le dirait. Et la troisième chose, c'est que évidemment, cela coûte cher de faire un livre pour enfants. Pourquoi? Parce que le livre pour enfants est tout en couleur. Lorsque vous prenez un roman, vous avez des exemples déjà là. Avant même couleur. Voilà. Si vous ne mettez pas les couleurs, les enfants, ils ne vont pas aimer. Donc, il faut mettre toutes les pages en couleur. Et même déjà à l'entame, il faut y aller avec les couleurs, les dessins flashy. Exactement. Lorsque vous prenez un roman, vous avez la couverture en couleur et puis tout l'intérieur est en noir-blanc. Donc, du coup, le coût de fabrication est moindre. Alors que ça, il faut déjà un papier de très bonne qualité parce que les enfants, ils vont chiffonner le livre, ils vont s'amuser. Si vous avez un enfant qui ne s'amuse pas, c'est que c'est un enfant qui est souffrant. Donc, l'enfant va s'amuser avec le livre, il va vouloir le froisser. Donc, il faut du papier de très bonne qualité. Comme c'est des images, il faut également que ce soit du papier photo pour bien rendre les images. Et après, il y a les couleurs à l'intérieur qui coûtent cher. Donc, au finish, à la fabrication, le livre pour enfants coûte très cher et évidemment à la vente, par conséquent, c'est cher. Et moi, je me demande, est-ce que même déjà dans nos écoles maternelles, il y a de ces genres de livres-là qui illustrent réellement de très belles images qui vont attirer les enfants? Moi, je n'en trouve pas. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Le problème est déjà à ce niveau aussi. Et s'il y en a, c'est souvent des livres venus qui nous viennent d'ailleurs. Voilà. Oui, mais Carmen Toudonou, il faudrait quand même reconnaître avec nous. C'est d'un auteur béninois? C'est de notre auteur sur ce plateau. C'est de notre auteur sur ce plateau. Mais déjà, moi, je me dis, quand on dit souvent qu'il y a une concurrence de prix, la concurrence aussi, elle est là. Comment les autres font pour avoir des livres qui leur reviennent moins chers? Merci et nous, la question. On a des livres qui, à la fin, sont trop chers. Justement, c'est là le problème. Lorsque vous vous allez sur le marché de l'impression, si vous devez imprimer 50 livres, ça va vous revenir excessivement cher. Si vous devez imprimer 500 000, ça vous revient pratiquement à rien. Alors, donc, en général, à l'extérieur, si je prends un pays comme la France, par exemple, il y a un très grand marché. Les gens impriment à des quantités astronomiques et cela fait baisser le coût de production. Mais moi, par exemple, ce livre-là, je l'ai imprimé à 500 exemplaires. Donc, vous voyez que, évidemment, le coût de... Évidemment, ce n'est pas écoulé. Ce n'est pas écoulé parce que le problème qui se pose, je vous ai dit, ça coûte cher à la fabrication. Quand vous allez chez le libraire, il vous dit, moi, j'ai des livres pour enfants de ce format-là qui sont peut-être à 3 000. Alors que le mien est à 7 000. Donc, du coup, même les libraires déjà n'acceptent pas en général les livres produits ici parce qu'ils n'arrivent pas à écouler ils se disent qu'ils ne vont pas écouler, ils vont mettre ça à côté d'un livre à 3 000. Peut-être que les gens vont préférer le livre à 3 000. Et ça, c'est destiné à quel âge? Ça, c'est pour les enfants déjà à partir de 3 ans. Il y a beaucoup d'images, il y a un peu de tests aussi. Et donc, à partir de 3 ans jusqu'à 8 ans, 9 ans. D'accord, mais la particularité, c'est que là, ça parle d'animaux africains. Heureusement. D'accord. Voilà. On voit la girafe, d'accord? Oui. On voit des images qu'on a l'habitude de suivre peut-être à la télé qui représentent l'Afrique. Ça permet déjà à l'enfant d'être très tôt confronté à son entourage. C'est une façon aussi d'accueillir l'enfant. Si nous n'avons pas assez de livres pour accueillir nos enfants dans leur réalité, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Vous, en tant qu'auteur, est-ce que cela ne vous interpelle pas? Oui, bien sûr, cela m'interpelle. Et moi, j'aimerais pouvoir en écrire beaucoup, mais déjà, j'ai immobilisé beaucoup d'argent dans celui-là et j'espère que... il finira pas par partir. Mettez-vous en partenariat avec les écoles maternelles? C'est des pistes, c'est des pistes qu'il faut envisager. C'est vrai que des personnes en achètent, Il y a des gens qui sont très sensibilisés, mais il faut aussi faire un travail au niveau des parents pour leur expliquer que ce n'est pas seulement
anodin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a toute une philosophie derrière. Et donc, quand les parents comprendront, vous savez, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Plus il y aura un public, plus il y en aura davantage sur le marché et plus moins cher. Voilà, moins cher sera à la fin. Pour les parents, et les enfants seront contents parce que les enfants ne demandent en général qu'à lire. Hein. Nous disons, nos enfants ne lisent pas, mais nous ne leur donnons pas les livres. Les livres qui pourraient les intéresser, c'est aussi ça. Les livres qui pourraient les intéresser. Donc, si vous avez un message à adresser quand même à tous ceux qui écrivent comme vous, et pour qu'on puisse avoir peut-être davantage de livres pour enfants, le message serait quoi? Ce sera en 30 secondes, hein, on me fait de grands signes. Oui, le message est que les écrivains s'intéressent mieux à ce créneau-là, parce que c'est bien d'écrire des romans, des recueils de poèmes, ainsi de suite, mais il faut que nous nous intéressions un peu plus à ce créneau-là. Parce que si vous faites d'un enfant un amoureux de la lecture, c'est pour la vie. Donc, à partir du moment où l'enfant prend l'habitude déjà de lire des ouvrages de fiction, c'est que progressivement, il va commencer à lire des romans pour adolescents et passer plus tard à la lecture de romans, de recueils de nouvelles, ainsi de suite. Merci Carmen Toudonou. Nous rappelons que vous êtes écrivaine, mais aussi auteure d'un livre pour enfants qu'on a quand même pris du plaisir à feuilleter et à vous montrer, mesdames et messieurs. Si on ne connaît pas le contenu, on a feuilleté. Le contenu, il faudrait déjà l'acheter pour pouvoir voir le contenu. Heureuse. Vous voyez ça? Et je tiens à préciser que le livre est illustré par un illustrateur béninois. Ah ben ça, c'est intéressant. Édité au Bénin. Au Bénin. Ah ben. Donc sur toute la chaîne. C'est du Made in Benin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Aniatou Bello pour le choix du sujet. On parle de livres, on parle souvent pas de livres pour enfants. On a eu assez d'informations, mais si également à vous, Carmen Toudonou, pour quand même décider, même si ce n'est qu'un seul, quand même décider d'écrire pour les enfants. C'est un début. N'est-ce pas? Maintenez le cap. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Autant Savoir. Les grands plateaux sont terminés. Bon, Adonis Boum va me dire, mais le mien n'est pas grand. Je dirais que les grands plateaux sont terminés, je l'assume. On va recevoir tout de suite Adonis Boum pour ActuWeb. Juste quelques minutes pour les informations sur la toile. ActuWeb, c'est tout de suite. Nous sommes avec Adonis Boum, mesdames et messieurs, pour l'actualité sur... Compléter. Je fais mine de n'avoir pas entendu le commentaire qui a précédé le jingle. L'actualité sur... Je fais mine de n'avoir pas entendu. Donc, on continue. Bon, c'est un grand plateau, n'est-ce pas? Pas besoin, on ne va pas revenir sur ça. Donc. Merci Adonis pour être sur ce plateau, pour nous apporter toutes les informations obtenues sur la toile. C'est un grand plateau consacré je suis une petite personne, donc c'est un petit plateau d'informations. Adonis, ne vous fâchez pas. Ben, non, je suis là. J'assume tout ce que je dis. Pas de souci, on va régler ça à la sortie. Alors, vous êtes là avec quelques informations. Je dirais environ 4 principales informations. On ira en Afrique du Sud, au Bordeaux, en Ouganda, en Estonie. Mais franchement, vous nous faites voyager ce soir. C'est bon de voyager. Voyageons, oui. Alors, la première information, ça concerne l'Afrique du Sud. Un braconnier meurt piétiné par un éléphant et mangé par des lions. Oui, ça s'est passé en Afrique du Sud, comme on l'avait dit. Il était venu chasser du rhinocéros et récupérer sa corne. Ah ben voilà. Malheureusement, le braconnage est interdit. Il a subi la revanche de la savane entière. Wow. Le braconnier a été piétiné par un éléphant, puis dévoré par des lions. Oui, en fait, pour le signaler, ils étaient partis, le chasseur est parti avec 3 de ses compères pour aller faire du braconnage, une activité interdite dans le parc national de Kruger. Après avoir été piétiné par l'éléphant, ses complices ont fui, ils l'ont laissé. Donc c'est là, à la fin des recherches, on a juste retrouvé que son crâne et un bout de pantalon. Donc... Ils ont mangé l'homme et ses habits. Non, mais pour se défendre, ils sont bien sauvages. On dirait que, est-ce que c'est le karma ou bien c'est ce que tu fais qui te fait? Ah, mais c'est ce que tu fais qui te fait. La justice de la nature, voilà, selon le récit des survivants. Mais il faut signaler que la police a mis aux arrêts les 3 complices. C'est clair. Ouais. C'est clair parce que c'est une activité interdite. Oui. Bon, franchement... Il faut signaler que ce n'est pas la première fois que cela se passe. Un homme soupçonné d'avoir voulu se livrer aussi au braconnage avait été au braconnage. Ah,
braconnage là. Non, 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 du braconnage. Vous avez peut-être des trucs là. Voulant se livrer au braconnage avait déjà été dévoré par des lions en 2018. Mais il faudrait qu'ils prennent leçon de tout ça, hein, et que le braconnage prenne fin un jour. Ouais, selon l'un des responsables du parc, pénétrer dans le parc national Kruger illégalement et à pied n'est pas très judicieux. Il renferme de nombreux dangers et cet incident le prouve. Effectivement. Effectivement. Et là, je me dis que les animaux sauvages se sont réunis pour en finir avec les braconniers, quoi. Alors, la deuxième information, nous sommes au Bordeaux. Oui. Un samedi, une doctorante a oublié son sac à dos dans le train reliant Bordeaux à Nîmes. Un sérieux problème pour elle, puisque son sac, dans son sac, exemplaire de la thèse dans le sac. Il n'y avait que son unique exemplaire de sa thèse de doctorat qui représente beaucoup les fruits de ses travaux. Son père a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux dans l'espoir de remettre la main dessus. Voilà, il faut signaler que la dame est hyper stressée parce que le seul exemplaire qui représente 3 ou 4 ans. La thèse est programmée déjà. La date de. Elle n'avait pas totalement fini, mais bon, elle avait presque fini, on pourrait dire. Cependant, une situation exceptionnelle, médiationnelle. Dans ce sac à dos noir, il y avait son ordinateur, il y a aussi l'exemplaire du. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des plans B, enregistrer ça comme l'avait le sujet malheureusement, elle n'avait aucune autre copie pour écrire une thèse de 300 pages. Ah, non, de Dieu. C'est compliqué là. Bon, il faut signaler que la CNCF a rapidement relayé l'appel à l'aide. D'accord. Avec, en tweetant pour dire que c'est pas tout le monde peut arriver à perdre quelque chose, mais de l'aider à retrouver son sac. Parce que ce qui est dedans est vraiment capital. C'est capital. C'est plus que de l'or pour elle. Alors, on est en Ouganda à présent. Une revanche judiciaire. Il devient avocat pour récupérer les terres de son père devant la justice. Ouais, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier l'issue du procès intenté par un Ougandais devenu avocat à 23 ans après que son père ait été dépossédé de ses terres. Il devait avoir 6 ans. Et le voilà. Oui, il devait avoir 6 ans. Très bel homme. Jordan Kinea n'avait que 6 ans lorsque sa famille s'est vu retirer les terres. Après 18 ans passés entre l'école et l'université, il a fait des études de droit. Et il a repris le procès qui était en instance. Wow. Pendant tout ce temps-là. La Cour de Ouganda a rendu justement décision en faveur du. Donc, il a gagné le procès. Mon Dieu. Là, il n'est pas avocat inutilement finalement. Alors, en Estonie, une intelligence artificielle pour juger les crimes mineurs. Oui. Le gouvernement estonien, vous le savez, c'est un gouvernement purement numérique. Effectivement. Ils sont en train de développer une intelligence artificielle qui devra arbitrer de façon autonome des affaires de délits mineurs. Ce sera une première mondiale. Se faire juger par un robot pourra bientôt être plus une scène de film, mais une réalité en Estonie. C'est presque déjà la réalité. Sur la place, la justice va écarter certains faits de délits mineurs comparés à d'autres grands faits. D'accord. Dans des délits mineurs qui concernent des faits de dommages qui sont en dessous de 7 000 €. Donc, ce sont des trucs qu'on va confier au robot. Il faut signaler que ce début, c'est une approche qui a été déjà tentée aux États-Unis, mais ce n'était pas le robot qui jugeait. Le robot proposait des solutions en comparant les différentes verdicts pour savoir, il faut décider dans ce sens. Mais en Estonie, ce sera le robot qui aura la largesse de décider, de juger. Quelles seront les conséquences de cet état de choses? Non, mais l'intelligence artificielle, on peut s'y fier, mais dans les dispositions qui ont été mises à disposition, il sera possible pour l'homme de lancer un appel après cette décision. Parce que ça peut facilement être contesté. Hein? Pour le signaler, celui qui est en train de développer cela est un étudiant âgé de 28 ans. Seulement? Oui. Engagé par le gouvernement en tant que directeur de données à l'échelle nationale. Wow. Ça, c'est une très belle information. Qui peut franchement booster l'engouement de nos jeunes qui sont dans les TIC aujourd'hui, les TIC. Il faut signaler que, outre l'appui sur l'analyse des tests légaux, c'est-à-dire qu'il devrait analyser tous les tests liés à la législation, à la justice, au droit. Elle analyse aussi les informations mises en ligne par les deux parties, aussi bien la défense que le plaignant, et en conflit sur une plateforme dédiée. Parmi ces informations, on va retrouver
les données personnelles, les allégations ou encore les preuves éventuelles pouvant pencher la balance d'un côté ou de l'autre. De l'autre. En tout terme, c'est... Tout est prévu. En tout terme, c'est une justice numérique qui vient juste là. Mais les avocats, les juges, les magistrats, ils vont servir à quoi? Non, vous déposez tout. Non, les avocats vont faire leur travail. Ils vont déposer leur plaidoirie. Maintenant, l'intelligence artificielle à l'AI va analyser tout l'heure et dire, bon, monsieur, vous êtes déclaré coupable. Mademoiselle Heureuse d'Anondé, vous êtes déclaré coupable d'avoir offensé monsieur Adonis Bon tout à l'heure. Si ce n'est que monsieur Adonis Bon, je l'assume. Votre sentence sera déployée tout à l'heure et il n'y aura pas de recours. Même avec l'intelligence artificielle, il y aura recours. Avec vous, il n'y aura pas de recours. Merci beaucoup, Adonis, pour toutes ces informations. C'est tout, n'est-ce pas? C'est un peu beau. Merci. À moins que vous voulez ajouter d'autres choses. Non, je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est demander aux téléspectateurs de suivre la météo en rappel. Et je me retrouve toute seule, mesdames et messieurs, pour juste vous dire que c'est terminé pour le grand rendez-vous. Les invités sont partis, mes chroniqueuses sont de l'autre côté pour attendre l'instant débriefing de votre grande émission du soir. On va se dire à très bientôt. On espère vraiment que vous avez aimé. On salue encore tous ceux qui nous ont suivis depuis Agégué, dans la vallée de l'Ouémé. Merci. À très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.